Si vous trouvez plus de 3% de bureaux de vote, où le taux de participation est à 98%, il y a fraude. Je peux pas être plus clair, les gars. C'est un théorème, le théorème de bien-aimé Tchev. Bon, c'est des choses que vous comprenez pas, je suis d'accord, parce que la plupart de la noirie, quand ils parlent de mathématiques sur Internet, ils vous parlent de Pythagore, ils vous parlent de Thalès. Oui, ça, c'est les mathématiques de niveau supérieur, hein. Donc, quand on parle des Benford, de Tchev, tout ça, l'application, c'est, on va l'introduire en deuxième année, on va, probabilité de B gagne. Maintenant, on va supposer, données égale résultat des élections, résultat. Donc, on va appeler R. Ces résultats disent au contraire, ils disent que Bia n'a pas gagné, donc on va dire P de D, P de Bia gagne, sachant les résultats qu'on a, c'est égal à la probabilité des résultats, sachant que Bia gagne, fois P de Bia gagne, sur P des résultats. Voilà. Et ça, c'est très intéressant, vous allez voir pourquoi. Pourquoi vous devez toujours vous garder à l'esprit une petite marge pour changer d'avis. Voilà. Probabilité que Bia gagne, sachant les résultats qu'on a. C'est égal à la probabilité, ça formule la probabilité des résultats, sachant que Bia gagne, fois probabilité de Bia gagne, sur probabilité de R. En statistique, on appelle souvent cette partie-ci la fonction de partition. À ne pas confondre avec la fonction de répartition, qui en statistique signifie P d'une variable aléatoire est inférieure à un certain chiffre. Donc ça, c'est la fonction de partition. Si tu considères que Bia a 100% de chance de gagner. Donc ça veut dire que P de B égale à 100%. Donc si P de B égale à 100%, ça veut, alors, donc qu'est-ce qu'on a ici? P de B égale à 100%. Donc si ton a priori, ça veut dire que Bia a gagné à 100%, ça veut dire que ça c'est 1. Et du coup, si tu fais le calcul ici, P de R c'est quoi? C'est P de R égale à P de R sachant B fois P de B, plus P de R sachant B bar, l'événement contraire, fois P de B bar. Voilà. Si tu donnes 100% pour Bia, ça veut dire que B bar égale à 0. Donc ici, dans la fonction de partition en bas, c'est limite à ça. La qui est égale à ce qu'il y a en haut. Donc si tu dis P de B égale à 100%, eh bien P de B sachant R reste 100%, puisque ça fait 1. En gros, si tu pars du principe que quoi qu'il arrive pour bien gagner, rien ne peut faire changer la vie. Ce qui est débile en fait. C'est-à-dire, quelle que soit la preuve que je vais te présenter, tu ne changeras pas d'avis. Et c'est là où se trouvent d'ailleurs tous les sartés là. Quand ils vous demandent quels sont les bureaux de vote, ils s'en foutent réellement en fait. Ils s'en branlent complètement. Ils n'en ont rien à foutre. Ils vont jamais aller regarder. Il y en a plein sur Internet. Personne ne n'allait regarder. Vous dites, ici il y avait problème. Personne n'allait regarder. Eux, ils s'en battent complètement. Maintenant, supposons aussi quelqu'un qui vient. C'est pareil, hein. Imagine Raoul qui considère que Choroma a gagné à 100%. C'est impossible qu'il n'ait pas gagné. Ça veut dire que la probabilité de bien gagner, c'est 0. Donc, ça veut dire, ici, tu reviens à Choroma que même lui va se retrouver dans une situation où on ne peut pas changer d'avis. P de B, sachant R bar, P de B bar, pardon. P de T, sachant R. On laisse même derrière ici, on va venir ici, quelqu'un qui suppose que Paul Bia a 0% de chance de gagner. Donc, si tu pars du principe que Paul Bia a 0% de chance de gagner, et bien, quelles que soient les preuves qu'on va te présenter, ça va donner la même chose. Ça fait P de R, P de B, sachant R, égale à P de R, sachant B, fois P de B, sur P de R, la fameuse fonction de partition. Là, étant donné que tu as dit que Paul Bia n'a aucune chance de gagner, tu as mis 0 ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Résultat des courses, ici, tu as aussi 0. Donc, si tu dis P de B égale à 100%, ou P de B égale à 0%, en réalité, rien ne peut faire changer la vie. La machine, à Blaise, se grippe. Elle se grippe complètement. C'est pour ça qu'il faut toujours garder l'esprit ouvert. Parce que même si les probabilités sont faibles, imagine, tu dis 10 puissance moins 20. Au lieu de mettre 0 ici, mets 10 puissance moins 20. Ça veut dire que si les preuves deviennent de plus en plus fortes, bah, cette probabilité va passer à quasiment à 0,9 et bien va gagner. Mais si tu mets 0, la machine se grippe. Et si tu mets 100%, la machine se grippe. Tu tournes en boucle sur 100% la plupart du temps. Donc, par exemple, quand on prend un individu lambda par hasard dans la société après un crime, la probabilité qu'il soit un criminel, on est sur des trucs, on est sur l'ordre de 10 puissance, on va dire, moins 8. On est à peu près là. Sans preuve, tu peux pas l'accuser. Maintenant, si on dit, il y a une vidéo, il y a l'ADN, il y a des témoignages, tout ça, c'est des choses qui contribuent à augmenter cette probabilité autour de 0,99. Oui, parce que c'est à ça que servent les preuves. Les preuves, c'est des données. Donc, vous avez une personne. Si on considère que S est l'événement, le gars est suspect, P de S, a priori, c'est 10 puissance moins 8. Maintenant, dans un tribunal, ou lors d'un procès, on cherche P de S, sachant D. Et D, c'est toutes les preuves qu'il y a contre la personne. C'est ça qu'on cherche, en fait. P de S, sachant D. Et parfois, si vous avez dans certains tribunaux des procureurs qui vont confondre P de D, sachant S, ça donne ce qu'on appelle le sophisme du procureur. J'aurai l'occasion de vous en parler dans un live plus tard quand on sera débarrassé de Paul Bia. Hein. J'y reviendrai, j'aurai l'occasion de vous en parler. Mais revenons ici. Donc, sachez que la présomption d'innocence revient sur le fait que P de S est très faible au départ, mais par contre, on cherche P de S sachant D. Quand il y a des preuves, vous êtes obligé d'arriver à la conclusion que oui, le gars est coupable. C'est ça. Et donc, quand vous savez que dans un tribunal, bah, quand on veut décider si une personne est coupable au regard des preuves, on fait des probabilités conditionnelles. Donc les gens qui disent, ah, les mathématiques, machin, c'est pas parce que tu appelles ça mathématiques, c'est pas parce que tu ne modélises pas ça par des équations que tu ne fais pas des mathématiques. Tu fais des mathématiques dans un tribunal où cherches à savoir si, est-ce que telle preuve est incriminante ou pas. Si par exemple, tu me balances une preuve, et que cette preuve n'est pas discriminante, bah, ça fait juste passer PDS, je ne sais pas moi, de 10 puissance moins 8, peut-être à 6 fois 10 puissance moins 8. Oui, il y a une certaine évolution quand même, mais ça reste très, très en deçà du seuil qui permet de décider qu'on condamne une personne. Vous voyez? On est très en deçà. Voilà. Par contre, quand tu dis, il y a l'ADN, voilà, PDS, sachant ADN, bah voilà, tu passes tout de suite à quelque chose comme 0,6. Pourquoi je dis 0,6? Parce que pour que l'ADN soit concluant, il faut qu'elle n'ait aucune raison d'être là. Par exemple, vous tombez sur une femme qui s'est fait liquéfier. Si la personne qui l'a liquéfié, c'est son mec, bah vous touchez l'ADN. L'ADN sur la meuf, ça ne prouve pas que le mec l'a liquéfié puisque c'est son mec par défaut. Son ADN a d'autres raisons de se retrouver là. Voilà. L'ADN ne sera conclusif que si la personne n'a aucune raison d'être là. Et que la personne, par exemple, a menti au départ. Vous étiez où j'étais à Marseille, mais comment est-ce qu'on a retrouvé votre ADN sur la victime alors que vous n'êtes pas censé la connaître? Là, oui, la probabilité passe quasiment ici à 0,99. Ça fait. Donc tout ce qu'on fait dans un tribunal la plupart du temps, c'est ce genre d'exercice. Maintenant, si on revient sur ce que j'ai fait, donc on va partir sur l'exemple de la graine de maïs. Donc moi je parle d'un sac de graines. J'ai un tirage N1, N2, N3, donc je fais 3 tirages, c'est ce que les matières faisaient, hein, donc c'est exactement ça. On considère qu'un sac de maïs, c'était 200 litres. En tout cas, j'ai supposé que c'est 200 litres. Je me souviens plus exactement. Les sacs de banjok, comment on appelait les sacs de non, c'est ce qu'on appelait les sacs de où on mettait les maïs dans là. J'ai oublié les sacs, c'est les sacs banjok, je crois, c'est les sacs banjok. Qui a une idée là sur le panel? Bon, ça peut pas être Iron, bien sûr. Même sur la glace, même sur c'est les petits sacs, en fait, c'est les petits sacs arrivent. Je parle des sacs qui étaient des tissus là, qui étaient faits des tri. Un kunta, voilà, j'ai pensé à un kunta, mais j'étais pas sûr. C'est un kunta, voilà, c'est un kunta. Voilà, merci beaucoup, c'était ça. J'ai pensé, mais je me suis dit, mais j'ai pensé à kunta que, comme on parlait du goudron là, j'avais un doute. Merci les gars, voilà. Le sac kunta, je crois que c'était 200 litres, à peu près. Donc vous estimez que là-dedans, il y a environ, un grain de maïs, j'ai vérifié sur Internet tout à l'heure, bah, il fait à peu près entre 0,1 et 0,2 cm3. Donc j'ai pris 0,15 cm3. Donc on a un nombre de grains moyen dans un sac qui est de 1,340 millions. Le sondeur que va utiliser
Le sondeur que va utiliser la grand-mère, c'était souvent un sondeur de 30 cm de long, avec un diamètre approximatif de 2 cm. Donc on fait le calcul, V égale à pi au carré, ça donne le volume du sondeur, c'est ça. Donc il peut contenir environ 628 graines. Donc j'ai postulé que NI, pour chacun des trois sondages là, est dans un intervalle compris entre 620 et 650. Donc on prend un sac avec une proportion inconnue. Le but il est là. On prend un sac avec une proportion inconnue de mauvaises graines. On sonde à 3 endroits. On observe que les graines sont bonnes. Donc c'est ça la donnée. Hein. On sonde à 3 endroits et on observe que les graines sont bonnes. On veut connaître la probabilité que le reste du sac soit pourri. Vous avez bien compris. Parce que là, vu qu'on a sondé à 3 endroits, on conclut que les graines sont, on a des graines, on a des bonnes graines. Donc ça nous donne a priori que le sac est plutôt de bonne qualité. Et je cherche ici l'erreur qu'on commet en supposant cela. Quelle est la probabilité de se planter? Quelle est la probabilité qu'en fait vous soyez planté en réalité, même si votre échantillon a donné trois fois des bonnes graines, mais quelle est en réalité, mais en fait le sac est pourri derrière. Donc quelle est la probabilité de cet événement-là? C'est ça le but du calcul. Donc on va faire l'hypothèse ici. On va faire l'hypothèse ici, θ, c'est la proportion des bonnes graines dans le sac. On utilise beaucoup de θ en statistique quand on fait des estimations. Ceux qui ont fait statistique vont s'en souvenir. Donc, étant donné que j'ai appris à l'école, j'ai fait exactement la même chose. Quoi. Donc, on utilise beaucoup de θ quand on fait des estimations. Donc, θ, c'est la proportion des graines de maïs, des bonnes graines, et 1 moins θ, c'est la proportion des graines pourries. Voilà. Étant donné qu'on cherche une estimation sur une proportion inconnue dans un ensemble, la loi indiquée, c'est la loi bêta. Voilà, c'est la loi bêta. C'est pas la loi binomiale, c'est la loi bêta. Donc, θ va suivre une loi bêta des paramètres A et B. Et le but ici, ça va être de déterminer les paramètres A et B en fonction des situations. Voilà, donc A, c'est le nombre de succès, et B, c'est le nombre, donc succès, c'est égal à la bonne graine, et B, c'est le nombre de mauvaises graines, donc égal au nombre d'échecs. Et donc, sachez ici que bêta, c'est relatif à la fonction bêta, qui est liée à la fonction gamma. Donc, je donne la définition ici. La fonction bêta, c'est l'intégrale de t puissance bêta de a et b, c'est égal à l'intégrale de 0 à l'infini, de t puissance a moins 1 fois 1 moins t puissance b moins 1. Ça se résume aussi parfois à gamma de a fois gamma de b sur gamma de a plus b. Gamma, c'est la fonction gamma, c'est la généralisation de la fonction factorielle à l'ensemble des nombres réels. Voilà. Parce que la fonction factorielle n'agit que sur les entiers. La fonction gamma, c'est la généralisation à l'ensemble des nombres réels. Donc, sachez que quand a est entier, gamma égale à gamma de a égale à a moins 1 factoriel. Et donc, ici, la densité de probabilité va être de cette façon. 1 sur bêta de ab fois θ de 1, facteur de 1 moins θ de 2. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ici, on a eu 3 essais. On a eu 3 essais. Donc, si j'ai pas ici bêta de 2, 1, là, par exemple, bêta de AB, si j'ai pris l'exemple de 3, 2, autant pour moi, j'ai pris l'exemple de 4, 1 ou de 3, 2 ici. Ça, c'est un exemple que je définis en fait, bêta de AB. Voilà. Donc, vu qu'on ne sait rien de la proportion de mauvaises graines dans le sac maïs, l'hypothèse rationnelle de départ, c'est de considérer qu'il y a autant de bonnes graines que de mauvaises graines. Donc, tu fais bêta de 1, 1. C'est la loi, c'est l'hypothèse rationnelle. Donc, a priori, tu vas travailler cette loi-là. Maintenant, ici, maintenant, dans certains cas, quand on est très centré vers 1, c'est-à-dire que quand tu soupçonnes que les graines du sac de maïs sont très bonnes, tu vas modifier les paramètres pour centrer la loi vers la valeur la plus probable. Donc, ici, a priori, on ne connaît pas, donc on part du principe qu'il y a autant de chances que ce soit pourri ou bonne. Donc, on prend bêta de 1, 1. Ici, donc, étant donné que j'ai sondé 3 fois, donc n égale 3. J'ai eu 3 succès, 3 fois les graines de maïs étaient bonnes, donc j'ai k égale 3. Donc, a priori, je ne sais rien. Donc, θ suit une loi bêta de paramètre 1, 1. Donc, on va prendre, et a posteriori, j'ai k succès. Donc, ça, c'est les données. Ben, dans ce moment, on a maintenant, le but, c'est d'estimer maintenant θ sachant d. Donc, on passe de θ à θ sachant d. Donc, la barre ici, ça veut dire sachant. Quand, a priori, tu n'as pas fait de sondage, tu pars du principe qu'il y a kiff-kiff. Sauf si, par exemple, tu sais que le gars est honnête, par exemple, si c'est un white, tu vas avoir plus tendance à considérer qu'il y a plus de chances que les graines soient bonnes, parce que dans leur pays, quand tu vas un tout pourri, tu es sanctionné. Par contre, si le gars, c'est un camère, ouais, il faut plutôt partir du principe que c'est pourri dès le départ, les gars. Il faut avoir a priori, plutôt dans le sens que c'est pourri, et tu fais ton test, en fait. Donc, ici, tu as la donnée, c'est les 3 essais. Donc, tu vas chercher les paramètres. Ici, θ va suivre les paramètres, la loi bêta de paramètre 1 plus k, et 1 plus n moins k. K, c'est les 3 succès, donc ça fait 3 ici. Et ça fait n, c'est le nombre de tentatives, ça fait n. Donc ici, tu vas suivre θ, sachant les données. Donc la proportion des sacs de maïs, la probabilité de proportion des sacs de maïs, sachant les données, va suivre une loi de paramètre, une loi bêta de paramètre 4, 1. Donc après 3 échantillons, on a donc une bonne confiance au contenu du sac de maïs. Ça, c'est ce que ça veut dire. Quand tu as le 4 ici, là, ça veut dire qu'il y a une très bonne confiance au contenu du sac de maïs. Maintenant, on peut commencer simplement par faire une estimation de la probabilité que la moitié du sac soit pourri, sachant ces 3 données-là. Probabilité d'avoir été inférieure à 0,5, c'est la probabilité que plus de la moitié du sac est pourri, sachant les 3 données, sachant qu'on a eu 3 bons échantillons. Eh bien, tu fais l'intégrale de 0 à 0,5 de la fonction bêta qui est là. Mais maintenant, ça, on va la détecter, on va la déterminer en fait. Hein. La bêta ici, c'est 1 sur bêta de 4, 1 fois, comme j'ai expliqué ici là avec la loi, j'ai expliqué ici que c'était ça. Tu la détermines avec ça. Hein. Hein, c'est ça l'équation ici. Donc, ça te donne ici que la fonction de la densité, ça va te donner f de θ égale θ4, 4 θ au cube. Donc, p de θ inférieur à 0,5, c'est égal à l'intégrale de 0 à 0,5 de 4 θ au cube de θ, blablabla. Ça te donne 0,625. Donc, déjà, avec les 3 échantillons que tu as, la probabilité que la moitié du sac soit pourri, c'est 6%. Maintenant, si on considère que le seuil de rejet, c'est 1% de bonnes graines, c'est-à-dire que je considère que le sac est pourri, quand il y a moins de 1% de bonnes graines, je vais calculer la probabilité d'un tel événement, sachant les 3 échantillons que j'ai eu. Ça fait p de θ inférieur à 1 centième, bah, tu intègres de 0 à 1 centième, blablabla, ça te donne 10 puissance moins 8. Donc, en gros, il y a une chance sur 100 millions que le reste du sac soit pourri, sachant qu'on a fait 3 sondages et ça a donné des succès. Ce calcul montre pourquoi la loi bêta est très manipulable avec des petites valeurs entières. Pour A et B, on intègre facilement à la main. Donc quand tu as A et B très petit, on intègre facilement à la main. Le résultat confirme donc l'intuition des mamans. Le résultat, vous voyez que ce résultat confirme que vos mamans, quand elles faisaient 3 sondages, vos grand-mères plutôt, quand elles faisaient 3 sondages, elles avaient raison de considérer que c'était suffisant pour conclure que le sac de maïs est bon, puisque c'est la probabilité de l'inverse, c'est une chance sur 100 millions. Et si, supposons maintenant, j'ai voulu me compliquer aussi encore un peu plus la tâche, supposons que sur les 3 échantillons, on a 2% de mauvaises graines. Quelle est la probabilité qu'en fait, malgré cette observation, le sac soit pourri, c'est-à-dire que la probabilité de θ est inférieure à 1 centième. Bah, je fais P de θ inférieur à 1 centième, sachant donner, sachant les 3 échantillons, modélisation bayésienne, θ suit loi bêta de paramètre A et B, K égale à 1860. Pourquoi 1860? Parce que j'ai estimé que comme on a fait 3 sondages, environ 633 fois 3, puisque je vous ai dit ici, que N appartient, le nombre de graines de maïs dans le sondeur, va entre 620 et 650. Bon, j'ai pris 633 fois 3, que ça donne un chiffre rond. Donc 2%, ça fait 40, ça fait 2%, comment dire? Donc on a N égale à 2000. Et 2% de sac de maïs pourri, ça donne 1860. Ça veut dire que la proportion des bonnes graines, c'est 1860. Et le nombre de graines pourries, c'est 140.
Donc, a priori, avant de faire le sondage, tu suis une loi bêta de paramètre 1, 1. Donc, alors, pour info, la loi bêta de paramètre 1, 1, c'est la loi uniforme. Hein. C'est la loi uniforme. Voilà. Les deux ont la même chance de se produire. Ça, c'est la loi uniforme. Si vous la réécrivez avec la formule que je vous ai donnée tout à l'heure, vous tombez sur une loi uniforme. La mise à jour maintenant. On parle sur les mises à jour quand on fait le langage bayésien, quand on revoit la probabilité suivant les données qu'on a eues. Donc, θ va suivre une loi de paramètre 1861. Donc, on applique toujours le n plus 1 et n plus n moins k. Voilà, donc ça va être 1 plus k et 1 plus n moins k. Ça donne ça. Bon, pour l'intégrer à la main, c'est compliqué. Parce que vous voyez, c'est très chaud. Pour l'intégrer à la main, c'est compliqué. Et je l'ai calculé par ordinateur. Donc, ça donne 1,1 fois 10 puissance moins 50. Donc, très très peu probable que, même avec 2% de graines pourries, la probabilité que tout le sac soit pourri avec les 3 échantillons hasardeux, c'est ça. On est très 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 faible. Voilà. Maintenant, on va faire application avec nos élections, puisque c'est de ça qu'il est question, les amis. Est-ce que tout le monde a compris ça déjà? Si quelqu'un a des questions, qui pose des questions, je réponds aux questions, parce qu'on va maintenant passer à l'application de ça avec les élections. Si quelqu'un a des questions, moi je réponds. Hein. Est-ce que les gens ont des réponses? Des questions ou pas? Si quelqu'un a des questions. Moi, ça va, Serge, moi j'ai compris. Non, je sais que pour toi, c'est bon. Donc c'est clair pour tout le monde, les gars? Donc, vous avez compris comment? Vous avez compris à peu près l'utilisation de ça? Vous avez compris que tout le monde fait les probabilités tous les jours. Tous les jours. Tu as tendance à faire confiance à un vendeur. Par exemple, la première fois quand tu vas acheter des légumes chez un vendeur, tu n'as aucune idée du vendeur. Alors tu te dis, bon, bah, les légumes peuvent être de bonne qualité. Voilà. Si tu vas là-bas 3 fois, les légumes sont bonnes, tu vas pouvoir dire à Audma ici, Audma, ce vendeur-là, il est très bon. Ça fait 3 ans que j'achète chez lui, c'est bon. Parce que chaque fois que tu vas chez lui et que tu rentres dans des bons légumes, ça augmente ta confiance au gars. Ça augmente ta confiance. Voilà. Bon, il y a des cas de figure où le modèle d'induction a des limites. Hein. Le modèle d'induction, il marche pas à tous les coups. Il y a des cas de figure où vous prenez par exemple une dinde que vous nourrissez. Chaque jour que vous la nourrissez, la conforte dans l'idée que vous faites tout ça pour son bien. Jusqu'au jour où vous allez l'attraper pour tordre son cou, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est la limite du modèle d'induction. Mais dans la plupart des cas de figure, ça marche. Ça marche. Sauf pour la dinde, bien sûr. Parce que je vous dis, la dinde, quand vous la nourrissez, elle dit, ah, quel est ce mec gentil, qui se soucie de moi, qui se soucie de ma sécurité, quand je suis malade, elle me soigne. Jusqu'au jour où le gars vient te choper la veille de Noël, le 24 décembre, il vient te choper et te tord le cou. Voilà. Là, tu dis, tu revois ton chemin, en fait. Voilà. Donc ça, c'est la limite du modèle d'induction. Mais sinon, c'est pas induction, en fait. L'apprentissage par induction, c'est une des applications des probabilités conditionnelles. Maintenant, on va passer au bureau de vote. D'accord? Donc, j'ai pris un échantillon de 600 bureaux de vote. J'ai pris un échantillon de 100 bureaux de vote. Alors, j'arrondis les valeurs. Hein. Les valeurs, c'est pas exactement ça. On était légèrement un peu à plus de 100 000. On était à plus de 100 000 légèrement. Ici, on était à 73,1. Et ici, on était à quelque chose comme 17. Et par ici, on était à 8. Donc, ça, c'est les autres. Donc, tu as Bia, tu as Chiroma et tu as les autres. Bia, 20%, 20 000 votes. Donc, sur l'échantillon des 600 là, il y avait 100 000 votes. Donc, 600 bureaux de vote, 100 000 votes. Bia, 20%. Et les 100 000, les bureaux de vote sont bien disséminés dans le territoire. Hein. Il n'y a que dans la partie du sud que j'avais pas les votes. Mais on est bien d'accord que le sud, ça compte pas grand chose. Il n'y a pas grand monde là-bas, donc ça sert à rien, c'est pas grave. Donc, cet échantillon est représentatif. Tu as Bia, 20%, 73%, Chiroma et 7% pour les autres. Objectif, qu'est-ce qu'on veut faire? Évaluer probabilité que le score de Chiroma, au final, dans le score de Chiroma. Non, j'ai écrit Bia. Je suis pas obligé d'habiller son nom, j'ai écrit Bia, respect. J'aurais même pu écrire Pombia. Donc, je m'en bats les couilles, en fait. Donc, on cherche, comment dire, on a quoi, qu'est-ce que je suis en train de raconter là? Donc, on a Theta qui est le vrai score de Chiroma, et Theta P qui est le vrai score de Paul Bia. Voilà. Donc, on est en train de tester, on essaie d'évaluer la probabilité que, malgré cette observation, donc, qui consiste à chouquer son sondeur dans le sac de maïs, tu sondes dans le sac de maïs, tu chopes 3 fois les échantillons, voilà, et sauf qu'ici on a fait 600 fois. Sauf qu'ici on a fait 600 fois. Donc, tu chouques dans le sac de maïs, tu chouques dans le sac des lecteurs, tu récupères 600 bureaux, et puis voilà. Donc, on modélise les voies, les vrais scores de Paul Bia et de Chiroma comme deux variables aléatoires inconnues. Theta Chiroma égale Theta DT qui va suivre une loi de paramètre bêta, une loi bêta paramètre A Chiroma et B Chiroma. Mbia va suivre, le score de Mbia va suivre une loi qu'on va appeler Theta P, loi bêta de paramètre AP et BP. Theta T et Theta P correspondent au vrai score de Chiroma et de Paul Bia au Cameroun. Donc ça c'est le vrai score. On essaie d'estimer justement ce vrai score qu'on n'a pas. Par contre on a un échantillon qui est là. Et on veut utiliser ces éléments-là pour calculer la probabilité de Theta T inférieure à Theta P. Est-ce que quelle est la probabilité que dans la population, finalement le score de Chiroma soit inférieur à celui de Combien? Theta P et Theta P, voilà, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, a priori, quand on n'a rien, donc je me positionne comme Audma il y a quelques jours, je n'en sais rien, hein, chacun des scores suit une loi uniforme. Donc, ces gens-là, c'est des lois uniformes. Quelqu'un qui dit pas besoin d'être vulgaire, dommage, bloqué, connasse. Je suis vulgaire, abruti, va. Je parle de mathématiques. Tu as vu, on t'a dit qu'ici on était en train de faire la politique, on était poli. On parle de sciences, tu es dans le laboratoire, tu connais la vulgarité des scientifiques. Vous croyez que quand on est allé à l'école, nous on est poli? Tu connais la vulgarité des scientifiques, mon ami? Tu as travaillé dans le laboratoire, 1 plus n moins k. Ici, n égale à 100 000. Donc, on va faire 1 plus 73 000. Et 1 plus n moins k, ça fait 1 plus 27 000. Voilà. Donc, ça c'est la loi qui suit le score de Chiroma. Et la loi qui va suivre le score de Paul Bia, c'est celui-là. Et ben, en fait, on donne Theta et P. Voilà les deux lois qu'on a. Bon, par contre, c'est chaud pour calculer ça quand même à la main, donc c'est là où tu as besoin d'un ordinateur. Tout à l'heure, j'ai tapé sur Internet, il me disait qu'il fallait utiliser Python. J'ai quand même trouvé un site qui m'a fait le calcul. Bon, enfin bref. Objectif, calculer probabilité de Theta inférieure à Theta P. Estimation via la méthode de Monte Carlo. Donc, tu récupères l'échantillon des téméries, blablabla, machin, bidule. Tu tombes sur une espérance. L'expérience du score de Chiroma, ça reste 73 ans, c'est stable, ça ne bouge pas en fait. Pourquoi? Parce qu'on a déjà l'échantillon grand. 100 000. Donc, l'expérience ne bouge pas. L'expérience du score de Paul Bia ne bouge pas. Les écarts sont très forts, les instituts sont très faibles. Et la machine me dit qu'ici, on a probabilité de Theta inférieure à Theta P, ça donne 10 puissance moins 500. Probabilité que le score de Chiroma au final soit inférieur au score de Paul Bia, c'est 10 puissance moins 500. Voilà. En gros, ça veut dire que si on a cet échantillon-là qui est représentatif, et vous avez Elec qui publie un score comme ça, bah, il est en train de vous expliquer que ce score avait plus de chances d'arriver. Vous avez des choses. Alors, je vais vous expliquer. Pour vous dire simplement. Vous avez 10 fois plus de chances. Non, mais laissez-moi vous déconcentrer à côté. Parlez pas de moi quand je fais les maths, vous me déconcentrez sur moi. Mais je sais, vous me faites des compliments, j'aime pas les compliments, j'aime bien les animaux. Bon, non, j'aime pas trop, non. Non, j'aime que tu reconnaisses mon travail. J'ai pas dit que j'aime quand tu fais des compliments. Quand j'ai fait un travail à la maison, j'ai tondu du gazon, j'aime que tu reconnaisses les tondus du gazon, que tu ne dises pas que je t'ai pas aidé. C'est juste ça, c'est tout. Qu'on reconnaisse que j'ai participé à quelque chose. Bah oui, mais enfin bref, moi j'en ai rien fait de bon pour toi. Bref, donc on continue ici là. Donc ici tu as 10 moins 500. 10 moins 500, ça veut dire que tu as 3 fois. Tu as le temps de gagner 3 fois l'euro million pour que ça se produise. Ça. Vous prenez un gars, vous calculez la probabilité qu'il gagne 3 fois d'affilée l'euro million. D'accord? 3 fois d'affilée l'euro million. Vous avez l'euro million là.
la probabilité que tu gagnes 3 fois d'affilée le million est très inférieure à ça. Donc, miser sur une possibilité qui a ce nombre de chances, cette probabilité de se produire, c'est miser comme si tu me disais, Serge, prends-moi de l'argent, je vais gagner 3 fois d'affilée le million. Si quelqu'un vient vous prêter de l'argent en vous disant ça, vous n'allez jamais lui prêter de l'argent. Alors, on est d'accord, hein? Est-ce que tu prêterais l'argent à quelqu'un qui t'a dit, je vais jouer comment on appelle le super loto, là, on voit la publicité aux États-Unis, là, le super loto, là, aux États-unis. Si. Bah voilà, c'est ça, 10% moins 500. Donc, ça dit que tu as le temps. Bon, j'exagère, hein, j'ai dit 3, je crois que tu as 10 fois le temps de gagner, tu as le temps pour calculer la probabilité de gagner le million 10 fois. On est inférieur à ça. Donc, la probabilité que Elecam publie des vrais chiffres, et on retrouve ça, c'est inférieur à 10% moins 500. Je voudrais dire la démarche, à n'importe qui peut aller calculer, donc, voilà. Moi, je peux pas calculer ça à la main, quoi. Ça, je peux pas la calculer à la main. Parce que regardez ce que ça fait. Tu dois des gros factoriels et tout, la calculatrice ne sait pas faire. La calculatrice ne sait pas faire, quoi. Donc, je peux pas faire ça à la main. Donc, j'étais obligé de le faire avec la machine. Mais regardez bien, moi, je peux très bien laisser la feuille, vous faites une capture d'écran, vous allez donner un statisticien, vous dites, est-ce que ce qu'un vous raconte tient la route? Je vous laisse le temps, faites. Allez-y, faites une capture d'écran. Et je viens là, si votre statisticien dit, il raconte de la merde, vous venez m'écrire en privé, vous dites, il est mal en live avec toi, je me mets en live avec lui quand il veut. Quand il veut, le gars, les gars. Donc voilà. Donc il y a très peu de chances que le score soit renversé. Et donc typiquement, ce que je vais faire là, c'est aussi un test qui permet de vérifier la cohérence des résultats qui sont affichés. Si à la fin, le score de Thierry est inférieur sur l'épaule bien, bah en fait, on est en train de dire, je suis pas, vous avez bien vu, on savait pas dit que la probabilité c'est 0. Attendez là, merde, le truc là. Le fameux puzzle du TikTok là qui casse les couilles, merde. Allez, vas-y. Voilà, c'est bon. Voilà, excusez-moi. Donc, on n'est pas en train de dire que c'est 0. On est en train de dire que c'est 10% moins 500. Tout de même que la probabilité que Audemars gagne 3 fois d'affilée de 1 million les 3 prochaines semaines, bah, elle n'est pas nulle, hein. Mais les gars, personne ne misera dessus, quoi. Donc, si vous misez en disant que ce résultat est possible, vous êtes irrationnel. Vous êtes un givré d'un cerveau, les gars. Vous êtes un taré. Vous êtes un malade. Vous êtes une grosse giclure, en gros, quoi. Voilà. Donc, vous avez bien compris. Maintenant, comment on fait pour détecter la fraude? Donc, vous voyez, même si on n'a pas encore compté tous les bureaux de vote, les 600 PV, les 600 bureaux de vote et les 100 000 votes permettent déjà de conclure. Permettent de conclure. Maintenant, si soupçons de biais, bah, il faut modéliser les biais régionaux, introduire une hiérarchie bayésienne, modèle à multiniveau, ajouter les incertitudes. Bon, ben, voilà. Je vous donne les arguments que vous pouvez utiliser contre moi. Donc, si quelqu'un soupçonne qu'il y a un biais, ben, qu'il travaille ces trois-là, n'allez pas dans tous les sens, hein. Vous voulez me dire que j'ai des biais, c'est ça qu'il faut travailler. Donc, faites une capture d'écran, et vous allez voir la statistique avec les gars. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Maintenant, tout ceci est basé sur quoi? Sur ça. La loi, law of large number. Ça, c'est la loi des grands nombres. Quand on répète plusieurs fois une observation indépendante, la moyenne des résultats se rapproche de la vraie moyenne. Donc, ça veut dire que même si je ne connais pas la vraie moyenne, je sais qu'elle est proche de la moyenne des résultats que j'ai obtenus. Et je sais quantifier de combien ça peut s'éloigner. Ça, c'est la loi. On peut utiliser la loi normale, mais si on veut pas être très précis, utiliser les inégalités de Bien-Aimé Tchevichev, dont on va parler tout à l'heure. Vous avez le théorème central limite. Même si les données de départ suivent diverses lois, la moyenne de l'échantillon va suivre une courbe en cloche. C'est la loi de Gauss, la loi normale. Et la loi de Gauss, on la maîtrise parfaitement. Tout le monde la maîtrise comme son slip. Et donc, avec la loi de Gauss, vous pouvez faire des prédictions exactes. Voilà. Vous avez aussi un théorème très intéressant qu'on en parle pas ce soir, qui est très utilisé par les sondeurs, c'est le théorème de Slutsky. Si on combine plusieurs estimations fiables, bah, le résultat combiné reste fiable. Vous voyez? Si je prends 600 bureaux de vote, supposons que je prends 50 bureaux de vote, fiable, ça c'est les premiers calculs que j'avais fait au départ, et bien le résultat, même avec 600 bureaux de vote, ça reste fiable. Voilà, c'est la somme. Et ça se traduit comme ceci. Si xn converge en distribution vers, si une suite de variables xn converge en distribution vers x, et une variable yn, une suite de variables yn, quand vous voyez xn, ça veut dire une suite, converge en probabilité vers un nombre c, la somme des deux va converger vers x plus c. Voilà ce théorème de Slutsky. C'est ça qui permet de prendre plusieurs sondages, d'utiliser ça pour prédire. Si chaque sondage est fiable, la métadonnée sera fiable. Théorème de Slutsky, c'est pas intuitif. Ces théorèmes ne servent pas qu'à prédire, mais aussi à détecter les anomalies. Si la distribution viole les lois de probabilité, par exemple, trop de 100%, pas assez de variance, alors ça, c'est souvent le signe d'une manipulation. Je recommence. Ces théorèmes ne servent pas qu'à prédire, mais aussi à détecter les anomalies. Si les distributions violent les lois de probabilité, par exemple, on trouve trop de 100%, pas assez de variance, c'est la preuve. Alors, en statistique, on va dire, c'est souvent le signe, hein, on dit c'est la preuve, mais bon, comme étant donné qu'il y a une probabilité de cela, mais c'est souvent le signe d'une grosse manipulation. Et c'est avec ça qu'on prouve, c'est avec ça qu'on a prouvé les fraudes en Ukraine. J'ai tapé sur un diable, j'ai cherché à savoir si, quand est-ce qu'on a utilisé les statistiques pour prouver les fraudes. On a utilisé les statistiques, notamment les théorèmes que je vous ai présentés, pour essayer de prouver la fraude en Ukraine, en Russie, en Iran et dans d'autres pays que j'ai pas cités en fait. Voilà. Toutes ces lois ont été utilisées aux côtés de la loi de Benford et de la loi de Tchevichev. Maintenant, je vais vous expliquer un peu la loi de Benford. La loi de Benford dit que les données scientifiques, naturelles, financières, tout, c'est-à-dire les chiffres, c'est 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10 en fait, jusqu'à 9, pardon. Elle dit, ces chiffres n'apparaissent pas par hasard. D'accord? Et surtout en première position. Ça, c'est la loi de Benford. Les chiffres n'apparaissent pas par hasard, mais ils n'apparaissent surtout pas par hasard en première position. Les petits chiffres apparaissent plus souvent que les grands chiffres. Notamment, probabilité que le premier chiffre soit égal à D, suit une loi qui s'appelle la loi qui est, donc sa probabilité c'est log de 1 plus 1 sur D. Ici, log c'est le logarithme décimal, c'est pas le logarithme népérien. Et donc ça donne que la probabilité que le premier chiffre soit 1, c'est 30%. Probabilité que le deuxième chiffre soit, le premier chiffre soit 2, c'est 17,6. Probabilité que le premier chiffre soit 3, c'est 12,5. Probabilité que le premier chiffre soit 9, c'est 4,6. Voilà, ça, c'est la loi de Benford. En application, on prend les résultats électoraux, nombre de votes par bureau, blablabla. Par exemple, je prends 487, premier chiffre égale 4. On compare avec la fréquence observée avec la fréquence prédite par la loi de Benford. Si les chiffres s'écartent fortement, c'est aussi le signe qu'il y a une grosse manipulation. Attention, je vous ai dit tout à l'heure, elle ne détecte pas tous les défauts puisqu'elle va souvent signaler des faux positifs. Donc, ça dit que on peut pas l'utiliser seul. C'est un des outils, mais c'est un outil qui va être redondant avec d'autres. Dès que tu soupçonnes avec Benford, maintenant tu vas aller chercher avec Tchevichev. Oui, c'est des termes que vous n'utilisez pas, les gars. Les Russes, ils ont quand même travaillé. Tous les Russes ne ressemblaient pas à Poutine. Voilà. Donc, c'est une égalité probabiliste, qui dit que, c'est une égalité probabiliste générale qui dit que, pour toute distribution, même les distributions non normales, la borne minimale sur la probabilité qu'une variable s'éloigne de la moyenne, en fait, pardon, c'est une inégalité qui va donner une borne minimale sur la probabilité qu'une variable s'éloigne de la moyenne. Donc, l'inégalité de Bien-Aimé Tchevichev. Je me rappelle la première fois que j'ai vu ça en deuxième année, ça m'avait impressionné, j'avais rien compris, je savais pas à quoi ça servait. Et puis après, en travaillant un peu plus, j'avais fini par comprendre à quoi ça servait, mais au départ, un des exercices qui nous avait été donné, c'était de la démontrer, par le père Kiki Maxime. Je crois qu'il enseigne à l'ICA, Kiki Maxime. Donc, P de X moins mu, supérieur à sigma,
est inférieure à 1 sur Q carré. En gros, ça veut dire que la probabilité que la variable s'éloigne de la moyenne, la variable absolue c'est l'éloignement par rapport à la moyenne, la probabilité que cet éloignement là soit supérieur à K fois l'écart type est inférieur à 1 sur Q carré. Le taux d'abstention est autour de 40%. Donc, taux d'abstention, voilà, 65% avec un écart type de plus ou moins 5%. Donc, on est dedans. Un bureau de vote. Imaginez donc maintenant un bureau de vote très favorable à Paul Biya. Parce que pour qu'il soit favorable, il faut que la participation soit forte, je l'ai expliqué la dernière fois. Imaginez un bureau de vote où Paul Biya, où il y a eu 98% de participation et Paul Biya a gagné là-bas quasiment à 95%. Eh bien, pas de problème, calculons la probabilité maximale, calculons le maximum de la probabilité maximale d'un tel événement. Eh bien, on va simplement faire 88 moins 65 mu. Ici, c'est 65%. 88, c'est la variable observée, c'est-à-dire 88 dans un bureau de vote. Vous divisez par l'écart type 5. On trouve ici 6,6. Donc, 88 moins 65 égale à 6,6 sigma. Eh bien, l'inégalité de Chebyshev te dit ceci. Probabilité de x moins mu supérieur à 6,6 sigma est inférieure à 1 sur 6,6 au carré. En gros, 0,023, c'est-à-dire 2,3%. Logiquement, vous ne devez pas trouver plus de 2,3% de bureaux de vote, ou Paul Biya fait, où vous avez plus de 2,3% de bureaux de vote, vous avez 100% de participation, c'est impossible. Donc déjà, si vous tombez sur pas mal de bureaux de vote très favorables à Paul Biya, où il a gagné les 100%, vous savez directement qu'il y a fraude. Quand je vous dis c'est une inégalité, ça veut dire qu'il n'y a pas, que la probabilité d'être supérieure, c'est 0. Probabilité que ça, probabilité d'avoir ça supérieur à ça, en réalité supérieur à 2,3, c'est 0. C'est un théorème, le théorème de Chebyshev, les gars, c'est un théorème. Et je vous l'ai dit, il te donne la probabilité max. Il ne te donne pas la vraie probabilité. Si vous utilisez la loi normale, vous allez remarquer qu'ici, on est parfois à 10 puissance moins 5. Quand vous êtes à 6 sigma, vous êtes à 10 puissance moins 5. Donc, vous voyez bien que 10 puissance moins 5, c'est inférieur à 2,3. Donc, ça vérifie, ça vérifie. Donc, c'est pas un truc qui va te permettre de savoir la valeur, mais qui permet de savoir est-ce qu'on a dépassé le seuil d'inégalité. C'est ça que je dis, tous les statisticiens qui ont quand même, je sais même pas quoi ils servent, les gars. Franchement, vous êtes des couillons, vous n'avez pas de couilles, les mecs. Vous pourrez, voilà, ça, c'est le cas du Vouri. Douala 2, PV. Voilà, vous avez tous les PV de Douala 2. Voilà. Donc, ces résultats, ils te les donnent. Ah, bravo, Chiroma. Latini. Il a publié les résultats du Vouri. Ils ont choisi une stratégie. Ils publient les résultats. Et ils balancent les PV dans un drive de Google. Voilà. Voilà. Et donc, voilà les résultats. Tu regardes le résultat, tu n'es pas d'accord, mon cher ami, tu cliques sur le drive. Tu vas là-bas, tu t'amuses. Voilà tous les PV, tu vas chercher le reste. Bravo, Chiroma. Il est entouré par une vraie équipe cette fois. Voilà, en 2018, non, quand vous avez négligé la science, j'apprécie qu'ils aient intégré la science dans leur truc. Voilà. Donc, taux de participation, blablabla, PV originaux, notes de transparence. Les chiffres ci-dessus proviennent strictement des PV remis aux représentants des partis dans les bureaux de vote du représentant. Nous publions les PV originaux pour que toutes les personnes, nous publions les PV originaux pour que toute personne nationale ou internationale puisse vérifier la véracité de nos calculs. Après, si vous constatez une erreur dans les documents publiés, écrivez-nous ici. Voilà. Sartina, vous savez quoi faire. Les journalistes maintenant, ils sont le choix, parce que ceux qui peuvent prendre de ça. Voilà. C'est pas eux qui ont publié. Cher Sartina, allez écrire Issa Chiroma Bakary officiel, @gmail.com pour contester, ne venez plus sur ma page. Espèce de bande de shit. Voilà. Donc on va regarder, c'est notre résultat. Voilà. Donc on va chercher, voilà. Donc on attend au fur et à mesure. On l'a pas vu venir, hein. On l'a pas vu venir. Non, personne l'a vu venir. Personne l'a vu venir. C'est là où tu dis qu'il a pas sauté à chancer les branches de Pierre, il a sans doute cru qu'il n'était pas en intelligent. Il a sans doute cru que le gars était con. Voilà. Maintenant, regardez par exemple, si dans le PVDD, quand vous avez plus de 48,6% de participation à là, parce que vous voyez, le vivier qui reste, c'est 500 000. Donc si tu prends les 500 000 là, tu fais voter à Paul Biya. Naturellement, il gagne. Vous avez bien vu, hein. Il gagne parce que Paul Biya est à 58 000 machin. Et Chiroma est là. Donc tu prends les 500 000 là, tu balances à Paul Biya, Paul Biya gagne. Vous avez bien vu. Donc si vous avez un taux de participation dans l'électorat qui dépasse 48,6%, c'est qu'il y a eu fraude. Point à la ligne. Point à la ligne. Voilà. Et donc ce taux, il est gigantesque à Douala, parce que ici, encore une fois, l'abstention ne bénéficie pas à Paul Biya quand il est loin de la moyenne, quoi. L'abstention est beaucoup plus forte que celle que j'avais estimée. Voilà, mais 68,32%. Donc, si on peut me voir un deuxième résultat avant que je parte. Alors, juste une question. Vamassa, tu es dans le coin ou pas, Vamassa? Parce qu'il faut que tu fasses la suite. Je vais être sur la route.